Merci beaucoup, Monsieur Mehdi, parce que non seulement vous avez été très clair dans votre propos, mais vous avez retracé un peu l'histoire de l'Europe. Et beaucoup de choses, d'ailleurs, d'une certaine manière, m'avaient échappé. Crise de l'Europe, mais ça fait déjà un certain temps qu'il y a des crises. Et vous les avez citées. Vous avez commencé avec la Grande-Bretagne, effectivement, en 65, etc. Donc c'est particulièrement intéressant. On va passer la parole au public. J'ai juste une question peut-être un petit peu, je dirais pas technique, mais j'ai bien compris, la Pologne et la Hongrie, ou surtout la Pologne, ont adopté dans leur loi des dispositions qui sont contraires aux valeurs des droits fondamentaux européens. C'est ça, c'est-à-dire que la Pologne est un État qui a adopté toute une série de réformes, en particulier dans le domaine de l'organisation judiciaire, des réformes qui sont non seulement d'ailleurs contraires aux principes du droit de l'Union européenne, mais plus largement contraires aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont tout faux sur toute la ligne. Alors, ça ne veut pas dire qu'un État membre ne peut pas organiser sa justice comme bon lui semble. Demain, la France a réformé sa justice un certain nombre de fois. D'autres États membres ont réorganisé leur justice. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quelles sont les intentions qui vous amènent à le faire et comment vous le faites. Je vais prendre un exemple très précis. En Pologne, vous avez un Conseil supérieur de la magistrature, comme en France. Vous savez qu'en France, le Conseil de la magistrature, c'est l'organe dont la composition d'ailleurs est très diversifiée, il n'y a pas que des magistrats. C'est l'organe qui va émettre un avis, et cet avis est obligatoire, sur les mutations et les progressions de carrière. C'est-à-dire que la carrière des magistrats est gérée par ce Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe dont la composition assure l'objectivité. En Pologne, c'était également le cas. Vous aviez un Conseil de la magistrature qui était composé de 25 membres, dont 24 étaient désignés par les assemblées générales de magistrats, qui élisaient leurs représentants. Le 25e était désigné par le ministre de la Justice. Eh bien, la proportion a été inversée. Sur les 25 membres du Conseil de la magistrature, 24 sont nommés par le ministre de la Justice, qui de surcroît est devenu procureur général de l'État. C'est-à-dire que le ministre est à la fois ministre et procureur général, c'est-à-dire le premier magistrat du parquet national. À partir de ce moment-là, l'indépendance de la justice devient purement nominale. Alors, sur le papier, c'est d'ailleurs, à mon avis, une source de réflexion. Les réformes les plus redoutables sont celles qu'on ne voit pas. Sur le papier, il est dit que les magistrats sont désignés par un conseil supérieur de la magistrature, que ce conseil est nominalement indépendant du pouvoir politique, etc. Mais c'est quand vous allez regarder la manière dont les choses se passent concrètement que vous vous rendez compte qu'en réalité, ça n'est pas du tout le cas. Donc, effectivement, on a les États qui violent leurs obligations européennes sont innombrables. Ça arrive tous les jours. Je veux dire, la France est condamnée chaque année pour n'avoir pas respecté, je ne sais pas moi, les directives sur la protection de l'environnement ou sur telle règle en matière de fusion-acquisition. Ce sont des violations du droit de l'Union européenne banales et qui vont être traitées comme telles. Ça n'est pas le cas dans les hypothèses que nous avons évoquées. C'est tout autre chose. Donc, ma question, c'était, bon, peut-être un peu, il faudrait peut-être qu'on se revoie dans 3 mois, mais vous dites la crise ukrainienne va permettre de rebattre les cartes au niveau de l'Union européenne. Est-ce à dire que peut-être plus tard, la Pologne sera obligée de détricoter ces lois si contraires à l'esprit européen ou pas? Est-ce que la question est théorique? La Pologne est déjà obligée de le faire. Elle ne le fait pas. Oui, simplement, il n'y a pas besoin de l'invasion de l'Ukraine pour
Et imaginez que la Pologne soit amenée à le faire, il suffit que les partis d'opposition gagnent des élections, c'est leur programme, ils arrivent au pouvoir, ils ont la majorité au Parlement, ils voteront des lois qui ramènent la Pologne dans la famille des grandes démocraties libérales européennes. Voilà. Mais simplement, je pense que les contraintes créées par la crise internationale actuelle vont probablement amener le gouvernement actuel, le gouvernement aux mains d'une coalition qui s'articule autour d'un parti qui s'appelle le PIS, le gouvernement actuel risque d'avoir à battre en retraite parce qu'il y a d'autres enjeux, il y a des enjeux de survie en fait. Oui, hein. Et je vois difficilement que aujourd'hui ces gouvernements se lancent dans une querelle qui serait en total décalage par rapport aux enjeux. Ça me fait penser d'ailleurs à une suggestion qui a été faite par un ancien président de la République français, le président Nicolas Sarkozy, qui, sortant de l'Élysée l'autre jour, dit c'est le moment de revoir l'architecture de la sécurité internationale. Ah oui. Je pense que c'est la dernière chose à faire, aujourd'hui du moins. On est en crise, on est au cœur de la crise, il faut, me semble-t-il, ça n'engage que moi, et ça n'est pas le professeur qui parle, mais plutôt le citoyen, il faut, me semble-t-il, s'en tenir aux éléments qui nous permettent d'assurer notre cohésion et notre sécurité. Bon, ils ne fonctionnent pas de manière aussi satisfaisante qu'on le voudrait, mais ils ont au moins le mérite d'exister. Bon. Et l'Union européenne, de ce point de vue, doit être... Et alors, ce n'était pas d'ailleurs le propos de Sarkozy, il pensait plutôt à l'OTAN. Oui. Mais l'Union européenne fonctionne, elle fonctionne bien, elle est capable de se mobiliser, elle en a apporté la preuve. Et je pense que tous les États membres en sont conscients. Absolument. Bon, merci pour les mises au point. Est-ce que maintenant la salle à qui nous donnons la parole, très volontiers, peut s'exprimer? Je pense qu'il y a un micro-baladeur, oui, c'est Daniel qui l'a. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions éventuellement les plus saugrenues. Au niveau de la défense et de l'armée, par exemple, on en parle beaucoup. Est-ce que l'Union européenne ne devrait pas se pencher sur cette question, quoi, parce que ce soit la France ou ils ont voire rien du tout, quoi. Alors, j'entends cette question qui est vraiment une question d'actualité brûlante. Simplement, on est là sur un sujet qui relève essentiellement de la compétence des États membres. Bon. Et quand on dit est-ce que l'Union européenne ne devrait pas se pencher sur ce sujet, encore faut-il que les États membres aient envie eux-mêmes de se doter d'un instrument commun en matière de défense et de sécurité. Or, aujourd'hui, juste avant la crise ukrainienne au moins, parce que je pense que là, on va être aussi amené à faire certains choix déchirants, pour certains au moins. Jusqu'à présent, les États membres, considérant que cette question relevait pour l'essentiel de leurs compétences et de leurs compétences souveraines, les États membres faisaient des choix en lien avec l'idée qu'ils se font de leur souveraineté. Pour dire les choses simplement, vous avez des États qui... prenons un exemple concret. Vous savez, la durée de vie d'un avion de combat, c'est une 50aine d'années. Donc on est en train, là, à l'échelle européenne, de réfléchir à ce que doit être le système de combat aérien du futur. Bon. Bien, vous avez une ligne de fracture très claire qui s'est dessinée entre, d'un côté, l'Allemagne et la France, et un peu l'Espagne, qui ont décidé de développer un système de combat commun, et puis tous les autres qui ont décidé d'acquérir une technologie américaine. Bon. Donc, voilà, oui, bien sûr que rationnellement, on devrait se pencher sur cette question. Simplement, souveraineté et rationalité ne font pas toujours bon ménage. Voilà. Et par ailleurs, il y a un paradoxe. Aujourd'hui, de puissance militaire en Europe, il n'y en a qu'une, c'est la France. Enfin, dans l'Europe de l'Union, hein, au sein de l'Union européenne, la seule véritable puissance militaire, c'est la France.
Oui, mais enfin bon, on a l'arme nucléaire, on a une capacité de projection qui est importante, on est capable, c'est le seul État membre de l'Union européenne qui soit aujourd'hui capable de monter de grandes opérations sur des théâtres qui peuvent être des théâtres lointains, engageant toutes les composantes de ce qu'est une force armée. Le paradoxe tient au fait que le principal allié de la France sur le plan militaire se situe à l'échelle européenne, hein, se situe à l'extérieur de l'Union européenne, c'est le Royaume-Uni. Le pays avec lequel nous travaillons le plus étroitement sur le plan militaire, c'est le Royaume-Uni aujourd'hui. Donc, quand on parle d'Europe de la défense, ben on voit bien que c'est un concept aux contours qui sont parfois un peu flous et incertains, ou baroques. En l'occurrence, c'est plutôt d'ailleurs baroque, puisque voilà un État membre fondateur de l'Union européenne, seule puissance nucléaire de l'Union européenne, dont le principal allié, pour d'ailleurs des raisons j'allais presque dire, d'efficacité et de rendement, est aujourd'hui, en dehors de l'Union européenne, c'est le Royaume-Uni. C'est ça. Oui, mais l'Allemagne est une... Alors, l'Allemagne, ce qui s'est passé cette semaine est absolument remarquable. L'Allemagne... D'ailleurs, dans la lancée d'une approche un peu merkelienne de ce sujet, enfin, Merkel est la première chancelière à avoir considéré que l'Allemagne devait avoir une politique étrangère, y compris dans le domaine de la sécurité, à la hauteur de ses engagements constitutionnels. Voilà. La loi fondamentale allemande, c'est le nom de la Constitution en Allemagne, est très exigeante sur ce plan, et Merkel a toujours considéré que cette exigence devait se manifester sur un plan interne, mais aussi sur un plan externe. Donc le chancelier Scholz n'a pas fait autre chose, en prenant une décision qui est une décision tout à fait importante, puisque c'est une volte-face. Les Allemands avaient hésité ou avaient refusé de vendre des armes aux Ukrainiens, ne voulant pas ajouter au désordre, et puis là, tout d'un coup, l'Allemagne lance le mouvement, et sa décision a eu un effet d'entraînement considérable, puisque après l'Allemagne, de nombreux États membres se sont engagés à fournir du matériel militaire, y compris du matériel. J'ai vu qu'aujourd'hui la Pologne, la Slovaquie et la Bulgarie fournissaient une 60aine d'avions de combat à l'Ukraine. Bon, je pense que l'Allemagne a eu un effet, enfin la décision allemande a eu un effet de déclenchement. Mais l'Allemagne n'est pas une puissance militaire. C'est une puissance tout à fait secondaire de ce point de vue. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, là-bas au fond. Monsieur, le micro ne marche pas, ou alors oui, il faut le... Il n'est pas allumé. Est-ce qu'il est allumé en dessous? Est-ce que, je ne sais pas, il est vert, il est rouge? Ah, pas bon signe en général. On va peut-être en prendre un autre. Il me semble qu'il y en a un qui est plus... Sauf si vous parlez à voix haute, monsieur. Enfin, oui. Oui. Peut-être vous lever. En vous levant... Quel aurait été, par exemple, là on va avoir une relance, on devait les financer, apparemment on aurait trouvé un biais, on aurait dit bon ben vous n'aurez pas les 10 milliards pour la relance, etc. Il n'y a pas de temps de relance. Quel était le pouvoir à ce moment-là de faire quelque chose en tant que pays qui soi-disant respectait, doit remplir les oui. Votre question est vraiment, enfin votre remarque plus que la question, parce que je pense que est excellente, parce que vous posez la question de l'effectivité. On condamne, mais bon, oui. Si on n'a pas de levier... Alors, le plan de relance et la défense des intérêts budgétaires de l'Union, c'est effectivement un levier puissant. Cela dit, la Cour de justice, dans l'arrêt qu'elle a rendu en février, ne dit pas que la Pologne ou la Hongrie n'obtiendront pas les sommes auxquelles ces États prétendent. Mais la Cour dit, si vous ne respectez pas... voilà, si un État membre, d'ailleurs, en général, ne respecte pas ces principes qui sont des principes de base, il s'expose effectivement à des sanctions financières. Mais si on fait abstraction, effectivement, du plan de relance, qui est une sorte
Oui, d'occasion rêvée. Voilà. L'Union européenne a toujours les moyens de faire pression. L'Union européenne a toujours les moyens de faire pression financièrement sur un État membre qui ne respecte pas les obligations qui résultent pour lui des décisions de justice qui auraient été prononcées à son encontre. Il y a un moyen de prononcer des sanctions. Ces sanctions vont prendre deux formes en réalité. Une amende forfaitaire qui peut s'élever à plusieurs dizaines de millions d'euros, et puis ce que l'on appelle une astreinte, c'est-à-dire par jour de retard, vous allez payer 20 000, 30 000, 50 000, 1 million d'euros par jour de retard. Et ça, ça n'est pas, c'est pas rien, une vision de l'esprit, c'est quelque chose qui est mis en œuvre déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Ces sanctions financières permettent de faire pression sur un État. Alors si c'est quelques milliers d'euros, c'est pas grave, mais quand ça devient... La France, par exemple, en 2006 ou en 2005, avait été, alors sur une affaire très très technique de pêche, de surpêche, la France avait été condamnée à, je ne sais plus, dans mon souvenir c'est un peu loin, mais enfin 60 ou 70 millions d'euros de sanctions financières. Et mis bout à bout, les différents contentieux qui étaient pendants et qui étaient susceptibles de déboucher sur une condamnation financière pouvaient conduire la France à acquitter une facture d'1,5 milliard d'euros. Je veux dire, ça a eu un effet immédiat. Hein. La France s'est conformée à ses obligations. Donc, il y a des moyens... Ce qui est gênant, finalement, dans la situation, à mon avis, hein, c'est que on ne trouve pas d'autre moyen que de juridictionnaliser les crises ou leurs règlements. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on s'en remet aux juges, ici à la Cour de justice, pour trancher sur des sujets qui pourraient être tranchés par d'autres moyens, par d'autres biais. L'article 7 dont je vous ai donné lecture tout à l'heure, qui est un article qui permet aux États membres de faire le ménage eux-mêmes, parmi eux. C'est un article qui permet au Conseil de prononcer une sanction qui est une sanction lourde. On va priver l'État qui ne respecte pas les valeurs de l'Union européenne de son droit de vote. Enfin, pas rien. Le Conseil n'a jamais réussi à trouver le consensus minimum entre ses membres. Et ça, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, l'Union européenne, c'est d'abord ses États membres. Hein. C'est d'abord ses États membres. Au sein des institutions, on décide généralement par consensus. C'est-à-dire que même quand dans le traité, il est écrit « la décision est prise à la majorité », en réalité, on décide par consensus parce qu'on part de l'idée que le consensus, bah, c'est une bonne manière de décider. On est tous... C'est pas l'unanimité, hein, le consensus. On discute et puis on trouve un compromis. Bon. Alors c'est vrai qu'en France, le mot « compromis » est un mot qui hérisse. Et on oublie que le compromis, c'est le mode de gouvernement dans beaucoup d'autres États membres de l'Union européenne. L'Allemagne, c'est un pays qui est capable de construire des coalitions qui nous paraissent un peu surréalistes. Et cette coalition dirige sur la base d'un contrat de gouvernement qui lui-même est le résultat d'un compromis. Bon. Donc le consensus, c'est ça. On évite de s'écharper, on essaie de trouver le point d'équilibre entre les intérêts de chacun. Bon. Mais parfois, on recourt au vote. Et on recourt au vote dans quel cas? Ben, quand des États souhaitent être mis officiellement en minorité. Pourquoi? Bien parce que ça permet au gouvernement de rentrer dans leur capitale en disant « Écoutez, j'ai voté contre ». Sur l'affaire de la relocalisation des migrants, il y a eu un vote. Et la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie ont été mis en minorité pour leur plus grand plaisir, puisque ça a permis à ces gouvernements de rentrer à Bratislava, à Budapest ou à Varsovie en disant « Écoute, vous voyez que j'ai défendu vos intérêts, on a voté contre ». Et ça a même justifié que ces États membres introduisent un recours devant la Cour afin que la Cour annule la décision à laquelle ils se sont opposés politiquement. Ils en ont été pour leurs frais. Mais vous voyez que les rapports entre les États membres et entre les États membres et l'Union européenne sont des rapports qui se conçoivent selon une dialectique ou selon une grammaire qui parfois peut être assez rugueuse. Simplement, quand une décision est prise, elle doit être normalement mise en œuvre. Et il y a des moyens pour y arriver. Sauf que les États n'osent pas utiliser ou se servir de ces moyens et que souvent, il n'y a pas d'autre
issue que de s'en remettre au juge. Ce qui, par ailleurs, nourrit une espèce de légende noire qui consiste à dire, mais vous voyez bien, cette Union européenne n'est pas démocratique, c'est des juges qui décident. Mais les juges décident parce que, bien souvent, les États eux-mêmes ont refusé de le faire. Sur le plan pratique, je peux vous demander, pour le plan de relance, bon, la décision de la Cour européenne de justice a été très claire, mais la décision après ultime qui consiste à dire aux Polonais, vous n'aurez pas votre 50 milliards, je ne sais pas quoi, les Hongrois, vous n'aurez pas vos 20 milliards, elle appartient en fait à qui? À la Commission européenne? Dans le Conseil, et en fait, l'affaire n'est pas terminée. Pourquoi? Parce que la Commission européenne... Alors, là aussi, je le répète, c'est des positions qui ont été adoptées le 16 ou le 17 février. Donc aujourd'hui, c'est des sujets un peu secondaires depuis le début de la semaine, c'est-à-dire que je pense qu'on a d'autres préoccupations. Mais quand la Cour de justice a rendu l'arrêt, la Commission a dit oui, mais... Parce qu'évidemment, les commentateurs, certaines capitales d'ailleurs, ont dit, ben voilà, maintenant il faut mettre en œuvre le règlement, puisque le règlement sur la conditionnalité est légal, plus personne n'en doute, il faut le mettre en œuvre. Et les États qui ont un comportement douteux doivent être frappés au portefeuille. Et la Commission européenne, et elle n'a pas été découragée par le Conseil, a dit, bon, oui, mais attendez, le règlement, pour le mettre en œuvre, il faut que nous adoptions des lignes directrices. Et ces lignes directrices, c'est quand même sérieux, ça va nous prendre du temps, etc. Donc aujourd'hui, vous avez trois institutions qui sont sur des positions différentes. Vous avez le Parlement européen qui dit non, il faut y aller. Vous avez le Conseil qui est dans une prudente réserve, qui dit bon, oui, il faudrait y aller, mais on ne veut pas empiéter sur les pouvoirs de la Commission. Et la Commission européenne qui dit non, il faut maintenant que on adopte des lignes directrices parce qu'elles sont indispensables à l'opérationnalisation, en quelque sorte, de la mise en œuvre de ce règlement. Donc l'affaire n'est pas close. Donc l'affaire n'est pas close. Ouais. C'est quand même un enjeu considérable. Hein. Considérable. Monsieur. Oui. Merveilleux. C'est pas du tout pour... c'est pas du tout une question piège. Moi-même, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Si on croise monsieur et madame Michu, Euratom... si on croise monsieur et madame Michu, et... Euratom. Oui. Est-ce que vous pensez que l'Euratom est quelque chose qui est plutôt un bon résultat? Et ce que je vois aujourd'hui, par exemple, c'est qu'on a une, qu'on appelle la taxonomie. On a fait rentrer, justement, on parlait du compromis à l'instant, le gaz qui est possible, les nucléaires ne sont pas capables de toucher, mais c'est vert. Et pourtant, de loin, on parle aussi parfois de la démocratie représentative, mais ça fait très longtemps que le traité Euratom est fini juridiquement. C'est des sujets très complexes, peut-être monsieur et madame Michu ont du mal à se positionner. Et pourtant, a priori, ça semble avoir accouché de grand-chose. Alors, je ne vis pas ce que vous venez de dénoncer comme une question piège. D'abord parce que je n'ai pas forcément la réponse à cette question, qui n'en est pas tout à fait une, du reste, hein, c'est plutôt un constat. Oui. La taxonomie, c'est l'Union européenne, c'est pas Euratom. Hein. Alors, on est plutôt là dans le champ de la politique énergétique et la politique d'environnement. Bon. Euratom, c'est tout autre chose. Euratom, c'est la communauté européenne de l'énergie atomique. C'est quoi? C'est finalement... alors, je ne suis pas spécialiste d'Euratom par ailleurs, mais enfin, c'est une organisation qui est créée à la demande des Français, essentiellement, pour prendre en charge le nucléaire civil. Enfin, en tout cas, pour arrêter les règles en matière de nucléaire civil. D'un point de vue essentiellement technique. Euratom, c'est une organisation européenne à vocation politique, évidemment, mais axée sur des considérations ou des préoccupations techniques. La taxonomie à laquelle vous faites allusion est le résultat de décisions prises par l'Union européenne, dans le cadre de compétences qui sont des compétences de l'Union européenne. Ce n'est pas Euratom. Hein. Voilà. Après, je crois avoir lu, au moins dans la presse, que cette taxonomie a
a suscité quelques remous, quelques questions, et on peut imaginer là aussi que ce que une majorité politique fait, une autre majorité politique pourrait le défaire. L'Union européenne n'est jamais que le reflet d'un rapport de force politique à un moment donné. Oui. Si vous avez une dominante de partis, alors, ou de gouvernements libéraux au sens économique du terme, et pas simplement politique, puisque le libéralisme politique ne se confond pas avec le libéralisme économique, vous avez une Union européenne qui aura plutôt tendance à susciter des décisions libérales. Si demain l'Union européenne venait à basculer, si les gouvernements des différents États membres venaient les uns après les autres à basculer plutôt dans le champ de la social-démocratie ou des partis politiques qui se situeraient plus à gauche ou plus à droite, il est probable que les règles adoptées par l'Union européenne n'auraient pas exactement la même physionomie. L'Europe sociale, par exemple, a progressé lorsque la majorité des gouvernements dans les États membres étaient des gouvernements dont la fibre sociale était affirmée. À l'inverse, les grandes règles en matière de libéralisation ont plutôt été adoptées à un moment où les gouvernements des États membres se situaient sur le compartiment le plus libéral, disons, de l'échiquier politique. Oui. L'Union européenne, je le répète, n'est jamais que le reflet des États qui la composent. Ça, c'est souvent très difficile à comprendre, et très difficile à comprendre, voire à accepter. Et c'est d'autant plus difficile à comprendre ou à accepter que souvent les gouvernements vont jouer là-dessus. C'est-à-dire combien de fois on a entendu des gouvernements qui pourtant font partie des institutions, enfin siègent au Conseil, dire « Ah ben c'est pas nous, c'est Bruxelles ». Oui, mais Bruxelles, c'est vous aussi. À un 27e. Mais c'est vous. J'aimerais bien avancer une question que nous avons travaillé un peu au sein de Condorcet, c'est le populisme. Quel serait l'impact, la question est un peu générale, des idées populistes sur le fonctionnement des instances européennes, Commission, Parlement, etc. Alors, pour l'instant, il est faible. Cet impact est faible. Il y a des gouvernements populistes et libéraux. Ces gouvernements ont aujourd'hui essentiellement une capacité, je ne sais pas si on peut dire de nuisance, mais enfin en tout cas, ils ont la capacité de bloquer ou de freiner le fonctionnement de l'Union européenne sur un certain nombre de sujets. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans mon propos précédent. Mais ces partis illibéraux sont, ils sont relativement peu représentés. Ils sont peu représentés au Parlement européen. Ils sont ultra minoritaires. Oui. Les partis qui se situent à la droite extrême de l'échiquier politique, qui sont souvent la base de ces gouvernements, ne font pas partie des groupes majoritaires. Ils ne sont pas représentés dans le collège des commissaires, puisque vous le savez, les commissaires européens ou européennes ne représentent pas leur gouvernement, mais leur nom est proposé par les gouvernements et ils sont ensuite soumis à un vote d'approbation par le Parlement. Bon, il n'y a pas aujourd'hui au sein de la Commission européenne de personnes qui représenteraient cette tendance politique, tout simplement parce que les gouvernements libéraux sont ou restent largement minoritaires à l'échelle de l'Union européenne. Si demain vous n'aviez plus que des gouvernements illibéraux, ça aurait un impact, probablement. Ça aurait un impact parce que ces gouvernements parviendraient à constituer des majorités au sein du Conseil. Ces gouvernements auraient des relais à la Commission européenne et ils auraient probablement des relais aussi au Parlement européen, voire à la Cour de justice elle-même. Exactement, d'ailleurs, comme les choses peuvent se passer dans un État. Quand Donald Trump devient président des États-Unis et qu'il a le pouvoir ô combien redoutable de désigner des juges à la Cour suprême, il désigne des gens de son obédience, de sa couleur politique.
Donc voilà, de ce point de vue, l'Union européenne n'échapperait pas, me semble-t-il, à cette évolution. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, d'accord. Peut-être une dernière question, une dernière intervention, parce qu'après, voilà, nous devons libérer, il faut libérer les lieux. Voilà. Oui, monsieur. Allez-y. Ah, et mademoiselle ensuite. Non, non, mais je vous en prie. Ah, ben oui. Alors, mademoiselle d'abord et monsieur après. Est-ce que je parle à cette Oui, oui, très bien, on vous entend. Merci, monsieur le directeur, pour votre intervention. Vous avez parlé d'immigration et d'état de droit, et ça m'a fait penser à l'argument de l'adhésion de la Croatie à l'état Schengen, qui, pendant l'adhésion de longue date, qui a tardé à être acceptée à cause de problématiques du maintien de l'état de droit, particulièrement donc, des droits de l'homme avec, au niveau de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. L'adhésion a été acceptée en décembre dernier, 2021. Et sera du coup effective en 2024. Et est-ce qu'au final, la problématique du maintien de l'état de droit et des droits de l'homme n'est pas remise à plus tard, c'est-à-dire en 2024? Et est-ce que les institutions européennes ont pas un peu cédé sur cette question? Si, probablement que si. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des logiques transactionnelles. C'est-à-dire que ce que vous dites de la Croatie est encore plus vrai pour la Roumanie et la Bulgarie, qui ne sont pas encore entrés dans Schengen, qui aimeraient y entrer, qui sont soumis, comme j'ai dit tout à l'heure, à un mécanisme de contrôle et d'évaluation. C'est-à-dire qu'on est dans une négociation. Vous faites des efforts, vous êtes récompensé. C'est la conditionnalité. Hein. Plus pour plus. Vous faites des efforts, on vous récompense. La Croatie a donné des gages, mais alors ces gages ont été jugés suffisants pour permettre à la Croatie d'entrer dans Schengen, mais c'est vrai que la Croatie bénéficie d'un délai de 2 ans encore pour être tout à fait au niveau de ce que l'on attend habituellement des États membres. Il y a derrière tout ça une espèce de réalisme politique qui peut paraître accablant, hein, parce que là on parle en plus de sujets qui sont des sujets, on ne parle pas de politique agricole, on parle de politique migratoire, et la politique migratoire c'est une politique dont les principaux sujets sont des personnes humaines, et souvent des personnes vulnérables. Donc effectivement, il y a parfois des négociations, des transactions qui donnent des résultats qui sont eux-mêmes tout à fait critiquables. Et l'Union européenne, alors là du coup, en tant qu'organisation, n'est pas irréprochable, loin s'en faut. L'Union européenne n'est pas irréprochable, et d'ailleurs ça se traduit de multiples manières, puisqu'on parle de questions migratoires. Il y a un sujet qui mérite d'être évoqué, c'est la manière dont l'Union européenne va sous-traiter une partie, externaliser une partie de sa politique migratoire. La Libye, par exemple, depuis une dizaine d'années, est considérée comme une sorte de frontière avancée de l'Union européenne. C'est en Libye que s'opère, dans le cadre d'ailleurs d'accords conclus entre l'Italie et la Libye, mais l'Italie est ici une sorte de fondé de pouvoir de l'Union européenne, c'est en Libye que s'opère le premier traitement, et quel traitement, des migrants qui souhaitent rejoindre l'Union européenne. Je ne suis pas sûr que ce soit la partie la plus inspirée ou la plus recommandable de la politique migratoire de l'Union européenne. L'action de l'agence Frontex, que je n'ai pas de raison d'accabler a priori, mais il y a des faits. L'agence Frontex, dans un certain nombre de cas qui ont été documentés et répertoriés, a eu un comportement qui laisse à penser que l'on a pratiqué des refoulements illégaux. C'est-à-dire qu'on a renvoyé des gens, on a laissé des gens se noyer, ou en tout cas retomber, ou tomber entre les mains de personnes qui ne leur voulaient pas beaucoup de bien. Donc oui, sur un certain nombre de sujets, l'attitude de l'Union européenne elle-même n'est pas irréprochable, loin s'en faut. Simplement, ces comportements sont eux-mêmes passibles, enfin en tout cas susceptibles d'être soumis à la Cour de justice de l'Union européenne. C'est-à-dire que quand on parle de la prévalence ou de la primauté de la règle de droit, elle vaut pour tout le monde. Elle vaut pour les États membres, mais elle vaut aussi pour l'Union européenne. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Monsieur, pour une dernière question, voilà, ou une dernière remarque. Toute dernière.
Oui, incontestablement. Alors, l'identité constitutionnelle, ou l'identité nationale, d'ailleurs, n'est pas un gros mot. Et je veux dire par là que l'article 4, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne prévoit que l'Union européenne respecte l'identité nationale des États membres et leur égalité. Voilà, c'est une exigence du droit de l'Union européenne lui-même. On ne doit rien faire qui aille à l'encontre de l'identité profonde d'un État. Je vais prendre un exemple qui est parlant et qui nous parle particulièrement à nous Français. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en Autriche, la République a aboli les titres nobiliaires. Voilà. Donc, considérant que les titres nobiliaires étaient un vestige du passé et d'un passé dont on ne voulait plus entendre parler. Bien des années plus tard, dans les années 2000, une jeune femme de nationalité autrichienne migre en Allemagne, et là, elle est adoptée par un prince allemand, et il se trouve qu'en Allemagne, les titres n'ont pas été abolis, et que les titres sont un élément du nom patronymique. Donc cette femme porte désormais le titre de princesse. Et il se trouve qu'elle a une activité professionnelle qui est parfaitement cohérente avec son état civil. Elle vend des résidences de luxe et des châteaux. Quoi de mieux quand on vend des châteaux que d'être une princesse? Elle renouvelle régulièrement ses papiers d'identité en Autriche, aucun problème. Le fonctionnaire d'état civil voilà, l'appelle, comment on appelle oui, enfin voilà, enfin princesse Sein von Wittgenstein, c'est son nom, voilà. Et puis, un jour, elle tombe sur un préposé au consulat d'Autriche à Munich, qui lui dit « Mais madame, non, on ne peut pas, nous, Autrichiens, avaliser l'utilisation d'un nom qui comporte un titre nobiliaire. » Cette dame dit « Oui, mais alors, ce faisant, vous allez ruiner ma vie et vous allez ruiner mon activité économique, puisque ça fait 15 ans que je vends mes châteaux sous le nom de princesse von Wittgenstein. Je suis connu comme ça, mes comptes en banque ont été ouverts comme ça. Vous portez atteinte à la liberté d'établissement, à la libre circulation des personnes, enfin, à des libertés économiques fondamentales. » L'affaire est portée devant la Cour de justice. La Cour de justice dit objectivement, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il ait porté atteinte à ces libertés. Mais on doit tenir compte de l'identité nationale de l'Autriche. Là, on est vraiment au cœur de cette identité. Et le droit européen doit composer avec cette identité nationale. Donc, l'identité nationale en soi n'est pas un problème. Ce qui devient problématique, c'est que vous portiez atteinte aux droits des migrants, vous portiez atteinte à la liberté académique, vous portiez atteinte à la liberté syndicale en disant « Oui, mais ça, c'est notre identité constitutionnelle. C'est notre identité nationale. Hein. On fait ce qu'on veut. » Là, c'est plus possible. Et donc, tout est une question de mesure, tout est une question de proportion. On peut invoquer comme une réserve l'identité nationale, mais on ne peut pas le faire n'importe comment ou à n'importe quelle fin. Et donc je pense que les deux candidats auxquels vous faites allusion se rattachent effectivement à cette tendance politique qui semble vouloir instrumentaliser l'identité de l'État membre pour faire pièce systématiquement aux engagements pris par la France en matière européenne. Engagements d'ailleurs validés par notre Constitution. Hein. Le titre 14 de la Constitution de 1958 valide nos engagements européens. Donc il n'y a pas de problème. Ce qui devient problématique, c'est quand vous avez l'identité nationale en bandoulière et que ça vous sert en fait à ruiner les principes de l'union de droit. Bien, écoutez, nous avons la chance d'être avec vous parce qu'on ne va pas nous virer de la salle comme ça. Hein, mais... moi, je ne jurerai de rien. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de votre... Merci beaucoup, M. Mély. Je pense que nous connaissons beaucoup de choses maintenant et nous allons suivre peut-être avec plus de discernement tout ce qui va se passer au niveau européen, au niveau des instances européennes, grâce à l'éclairage que vous nous avez donné. Écoutez, merci encore. Je reste à votre disposition. Voilà. Ben, peut-être qu'on va envisager d'ici la fin de l'année. Pourquoi pas? Bah, écoutez, je pense que une mise à jour des l'actualité malheureusement va nous amener à nous revoir peut-être. Voilà. Oui, avec plaisir. En tout cas, ce sera